Il appelle Bucky Hanson et tombe sur sa boîte vocale. Il s'y attendait car si Bucky voit numéro inconnu sur l'écran de son téléphone, il n'est pas idiot, il ne veut pas enregistrer Dalton Smith dans ses contacts, il ne répondra pas. Même s'il est là et s'il pense que son client l'appelle d'un bled paumé du Sud. « Rappelle-moi », dit Billy à sa boîte vocale. « Dès que possible. » Il arpente l'appartement tout en longueur, téléphone à la main. Celui-ci sonne moins d'une minute plus tard. Bucky va droit au but. Il ne donne pas de nom, Billy non plus. C'est une précaution enracinée en eux, même si le téléphone de Bucky est sécurisé et celui de Billy intraçable. Il veut savoir où tu es et ce qui s'est passé. J'ai fait le boulot, voilà ce qui s'est passé. Il lui suffit d'allumer la télé pour le savoir. Billy glisse sa main libre dans une des poches arrière de son pantalon et sent sous ses doigts la liste de courses de Dave Lockridge. Il a tendance à les oublier quand il les a faites. Il dit qu'il y avait un plan. Tout était organisé. Je suis sûr que c'était un coup monté. Silence. Bucky réfléchit. Il fait office d'intermédiaire depuis longtemps et ne s'est jamais fait prendre. Il n'est pas bête. Finalement, il demande « Tu es sûr ?»« Je serai fixé quand il me versera le solde. Ou pas. C'est fait ?»« Lâche-moi un peu. Ça s'est passé il y a 2 heures seulement. » Billy regarde la pendule accrochée au mur de la cuisine. 3 plutôt. Et il faut combien de temps pour faire un virement? On vit à l'ère de l'informatique, je te le rappelle. Vérifie, s'il te plaît. 1 minute. Billy entend Bucky pianoter sur un clavier d'ordinateur à 2000 km au nord de son appartement en sous-sol. Puis Bucky revient en ligne. Rien pour le moment. Tu veux que je le contacte? J'ai une adresse mail. Sûrement celle de son acolyte obèse. Billy pense à Ken Hoff, paniqué, empestant l'alcool en milieu de matinée. Un danger. Lui, Billy Summers, en est un autre. Tu es toujours là? Demande Bucky. Attends jusqu'à 15 heures environ, et vérifie de nouveau. Et si le fric n'est toujours pas arrivé, j'envoie un mail? Bucky est en droit de poser la question. Sur le 1,5 million que doit toucher Billy, 150 000 $ lui reviennent. Une coquette somme nette d'impôts, mais il y a un hic. Vous ne pouvez pas dépenser votre fric quand vous êtes mort. Tu as de la famille? Depuis des années qu'il travaille avec Bucky, c'est une chose qu'il ne lui a jamais demandé. Il faut dire que ça fait 5 ans qu'ils ne se sont pas vus. Leur relation est strictement d'ordre professionnel. Bucky ne semble pas surpris par ce changement de sujet, car il sait que le dit sujet n'a pas changé. Il est l'unique lien entre Billy Summers et Dalton Smith. 2 ex-femmes, pas d'enfants. J'ai quitté ma dernière épouse il y a 12 ans. Elle m'envoie une carte postale de temps en temps. Je pense que tu ferais bien de te mettre au vert. Tu devrais prendre un taxi pour l'aéroport de Newark aussitôt après avoir raccroché. Merci pour le conseil. Bucky ne paraît pas en colère, plutôt résigné. Et pour avoir royalement foutu ma vie en l'air? Je saurais me faire pardonner. Ce type me doit 1,5 million. Je te laisse ce qu'il y a avant la virgule. Cette fois, Billy devine l'étonnement de Bucky. Puis celui-ci demande « Tu es sérieux? » Oui. C'est la vérité. Billy est même tenté de lui promettre la totalité de ce putain de fric car il n'en veut plus. Si ton hypothèse est la bonne, dit Bucky, tu es peut-être en train de me promettre un truc que ton employeur ne te remettra jamais. Il n'en a peut-être jamais eu l'intention, si ça se trouve. Billy repense à Ken Hoff, qui pourrait tout aussi bien se promener avec le mot « pigeon » tatoué sur le front. Nick voit-il Billy de la même manière? Cette idée le rend fou de rage, et il accueille ce sentiment avec plaisir. C'est 1000 fois mieux que la honte. Il paiera, j'y veillerai. En attendant, fiche le camp, loin, sous un autre nom. Ricanement de Bucky. On n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Je connais un endroit. Je voudrais que tu envoies un message, par mail. Note-le. Nouveau silence, puis... Je t'écoute. Mon client a fait le travail et il a disparu sans aucune aide. Point. C'est Houdini. Vous vous souvenez? Point d'interrogation. Transférez l'argent avant minuit. Point. C'est tout? Oui. Je t'envoie un texto dès que j'ai du nouveau, ok? Ok. 3. Il a faim. Et pourquoi pas?
Il n'a mangé que quelques toasts nature et ça remonte à loin. Il y a de la viande hachée dans le frigo. Il ôte l'emballage plastique et la sent. Pas de mauvaise odeur. Alors il la fait cuire dans une poêle avec un peu de margarine. Pendant que, posté devant la cuisinière, il retourne la viande, sa main libre retombe par hasard sur la liste de courses dans sa poche arrière. Il la sort et découvre qu'il ne s'agit pas d'une liste de courses. C'est le dessin de Shan, qui la représente avec le flamant rose, autrefois prénommé Freddy, est devenu Dave, même si Billy devine que ça ne va pas durer. La feuille est pliée, mais il voit à travers les cœurs tracés au crayon rouge qui sortent de la tête de l'animal. Il remet le dessin dans sa poche, sans le déplier. Il a fait des provisions au début de son séjour et le placard à côté de la cuisinière est rempli de conserves. Soupe, thon, bœuf en sauce, cornet de beef, spaghettis à la tomate. Il sort un pot de sauce manwich qu'il verse sur la viande hachée en train de mijoter. Splash! Lorsqu'elle se met à bouillonner, il introduit 2 tranches de pain dans le toaster. En attendant qu'elle saute, il ressort le dessin de Shan de sa poche arrière. Cette fois, il le déplie. Il ferait bien de s'en débarrasser, pense-t-il, de le déchirer et de le jeter dans les toilettes. Au lieu de cela, il le replie et le glisse dans sa poche. Les toasts sautent. Billy les dispose dans une assiette et verse dessus plusieurs cuillerées de viande hachée à la sauce manwich. Il prend un coca dans le frigo et s'assoit à table. Il mange ce qu'il y a dans l'assiette et va chercher ce qui reste dans la poêle. Il mange tout, en buvant son coca. Alors qu'il est en train de faire la vaisselle, son estomac se noue et commence à gargouiller. Il a juste le temps de foncer aux toilettes et de s'agenouiller devant la cuvette avant de vomir tout ce qu'il vient d'avaler. Il tire la chasse, s'essuie la bouche avec du papier toilette et tire la chasse de nouveau. Il boit de l'eau et se dirige vers sa fenêtre périscope pour regarder dehors. La rue est déserte, le trottoir aussi. Il devine que c'est souvent ainsi dans Pearson Street. Il n'y a rien à voir, hormis le terrain vague et les panneaux. Propriété privée, entrée interdite, danger. Qui garde les amas de briques cassées, seul vestige de la gare. Le caddie abandonné a disparu, mais le caleçon est toujours là, accroché à un bouquet de mauvaises herbes. Un vieux break Honda passe. Puis une Ford Pinto. Billy n'aurait jamais cru qu'on en trouvait encore sur la route. Un pick-up ensuite. Pas de Ford Transit. Il tire le rideau, s'allonge dans le canapé, ferme les yeux et s'endort. Il ne fait aucun rêve, ou alors, il ne s'en souvient pas. 4. Son téléphone le réveille. C'est un appel. Il devine que Bucky avait trop de choses à lui annoncer pour envoyer un texto. Mais ce n'est pas Bucky. C'est Bev Jensen, et cette fois, elle ne rit pas. Cette fois, elle... Quoi donc? Elle ne pleure pas vraiment, on dirait plutôt un bébé qui chouine. « Oh, bonjour, dit-elle. J'espère que je Elle déglutit. vous dérange pas. » Non, dit Billy en se redressant dans le canapé. Pas du tout. Que se passe-t-il? Cette question transforme les gémissements en authentiques sanglots. Ma mère est morte, Dalton. Elle est vraiment morte. Je le savais déjà, pense Billy. Il y a autre chose qu'il sait. Bev Jensen est ivre, d'où ce coup de fil. Toutes mes condoléances. Encore à moitié endormi, il ne peut pas faire mieux. Je vous appelle car je veux pas que vous pensiez que je suis quelqu'un d'horrible, qui rigole comme si de rien n'était et qui parle de partir en croisière. Vous ne partez pas? Il est déçu. Il se réjouissait de pouvoir disposer de la maison. Oh, je crois que si. Elle émet un reniflement triste. Don en a envie, et moi aussi, je suppose. Pour notre lune de miel, on a passé quelques jours à Cape San Blas, ce qu'ils appellent la Riviera des Bouseux. Mais depuis, on n'est allé nulle part. C'est juste que je voudrais pas que vous ayez l'impression que je danse sur la tombe de ma mère. Pas du tout, dit Billy. Et c'est la vérité. Vous avez eu une rentrée d'argent imprévue, vous étiez enthousiaste, c'est tout à fait normal. En entendant cela, Bev se lâche totalement. Elle pleure, elle halète, elle suffoque. On dirait qu'elle est sur le point de se noyer. Merci, Dolan. Elle prononce Dolan au lieu de Dalton, comme son mari.
Merci d'être aussi compréhensif. Peut-être que vous devriez prendre 1 ou 2 comprimés d'aspirine et vous allonger un peu. Oui, vous avez sûrement raison. Bien. Son téléphone émet un bing. Ce doit être Bucky. Il faut que je vous... Tout va bien là-bas? Non. C'est un merdier sans nom, Bev. Merci de poser la question. Oui, tout va bien. Au sujet des plantes, je le pensais pas vraiment là aussi. Je serais très triste si en rentrant je trouvais Daphné et Walter morts. J'en prendrai bien soin. Merci. Un grand merci. De rien. Il faut que je vous laisse, Bev. D'accord, Dolan. Et encore un grand... À plus tard. Il coupe la communication. Le texto émane de Bucky qui a utilisé un de ses nombreux pseudos. Il est court. Big Papi 982. Pas de virement pour le moment, il veut savoir où tu es. Billy répond en utilisant un de ses propres pseudonymes. 10-10-77. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. 5. Pour le dîner, il se prépare des œufs brouillés et fait chauffer une soupe à la tomate. Et cette fois, il parvient à tout garder. Puis, il regarde les infos de 18h en choisissant une chaîne affiliée à NBC, car il n'a pas envie ni besoin de revoir la vidéo de Channel 6. Une publicité pour Liberty Mutual est suivie de sa photo. Il pose dans le jardin de la maison d'Evergreen Street. Il arbore un sourire et un tablier sur lequel on peut lire « Je ne suis pas juste un objet sexuel, je cuisine aussi ». Les personnes au second plan ont été floutées, mais Billy les reconnaît toutes. Ces gens ont été ses voisins. La photo a été prise pendant le barbecue qu'il avait organisé pour les habitants de la rue, par Diane Fazio, devine-t-il, car elle était toujours en train de mitrailler avec son téléphone ou son petit Nikon. Il remarque que sa pelouse, il continue à la considérer comme la sienne, en jette. Le bandeau sous la photo demande « Qui est David Lockridge ?» Il est prêt à parier que les flics connaissent déjà la réponse. De nos jours, les ordinateurs identifient les empreintes digitales à toute vitesse et les siennes figurent dans son dossier militaire. Voici l'auteur, selon la police, de l'incroyable assassinat de Joel Allen sur les marches du palais de justice, dit un des 2 présentateurs, celui qui ressemble à un banquier. La présentatrice, celle qui ressemble à un mannequin sur papier glacé, prend le relais. À ce stade de l'enquête, ses motivations restent mystérieuses, tout comme les conditions de sa fuite. Toutefois, la police est convaincue d'une chose. Il a reçu de l'aide. Erreur, songe Billy. On me l'a proposé, j'ai refusé. Quelques secondes après le coup de feu, reprend le présentateur banquier, 2 explosions se sont produites. La première en face de la Gerrard Tower, là où se trouvait le tueur, la seconde au coin de Main et Court Street. D'après la chef de la police, Laureen Conley, il ne s'agit pas d'engins explosifs, mais plutôt de fusées comme celles que l'on utilise lors des feux d'artifice ou dans certains concerts de rock. La présentatrice mannequin enchaîne. Pourquoi parlent-ils chacun à leur tour? Billy n'en a aucune idée. Encore un mystère. Larry Thompson est sur les lieux du drame, le plus près possible du moins, car Court Street est toujours bloqué. Larry? Exact, Nora, dit Larry comme s'il confirmait qu'il s'appelait bien Larry. On aperçoit une rubalise jaune et noire derrière lui, et les gyrophares d'une demi-douzaine de voitures de police tournoient encore autour du palais de justice. La police estime désormais qu'il s'agit d'un assassinat soigneusement planifié par la pègre. Bravo, se dit Billy. Lors de sa conférence de presse, Laureen Conley a révélé que le tueur, David Lockridge, un pseudonyme très certainement, était sur place depuis le début de l'été sous une couverture. Écoutons-la. Larry Thompson est remplacé par une vidéo de la conférence de presse de la chef de la police. Le shérif Vickery, l'homme au Stetson ridicule, n'est pas présent. Conley commence par signaler que le tireur, elle ne prend pas la peine de dire le suspect, se faisait passer pour un écrivain. Billy éteint la télé. Quelque chose le tracasse. 6. Une demi-heure plus tard, alors que Billy est dans l'appartement des Jensen au premier étage pour arroser Daphné et Walter, il prend une décision. Il n'avait pas prévu de quitter sa tanière le jour même de l'assassinat. Il projetait au contraire d'y rester plusieurs jours, peut-être même une semaine. Mais la situation a évolué, et pas dans le bon sens. Il a besoin de savoir une chose, et Bucky ne peut pas l'aider sur ce coup-là.
Bucky a fait son boulot et, s'il a un peu de jugeote, il est actuellement à bord d'un avion qui l'emmène hors de la zone de radiation. Si radiation il y a. Billy se dit qu'il a peut-être simplement peur de son ombre, mais il doit en avoir le cœur net. Il redescend et enfile son déguisement de Dalton Smith en gonflant le faux ventre de femme enceinte presque jusqu'à terme, sans oublier les lunettes à monture d'écaille au vert neutre qui attendaient sur l'étagère du salon, à côté de son exemplaire de Thérèse Raquin. Il fait presque nuit maintenant. Ça va jouer en sa faveur. Le Zoni est relativement proche, et ça aussi, c'est un avantage. Le risque, en revanche, c'est que les hommes de Nick continuent à sillonner les environs. Frankie Elvis et Paul Logan dans un véhicule, Reggie et Dana dans un autre. Et ce soir, ce ne sera pas le Ford Transit. Toutefois, il estime que le jeu en vaut la chandelle car il pense certainement qu'il se cache, ou bien qu'il a déjà quitté la ville. Et s'il le croise par hasard, le déguisement de Dalton Smith devrait remplir son office. Du moins il l'espère. Il a décidé qu'il avait besoin d'un téléphone prépayé, mais il ne se reproche pas d'en avoir balancé un tout neuf le matin même. Seul Dieu peut tout prévoir, et c'est moins stupide que de ressortir de cette ruelle déguisé en Colin White. Dans sa profession, la liquidation pour dire les choses simplement, vous élaborez un plan et ensuite, vous espérez que les imprévus ne se retourneront pas contre vous. Ou ne vous enverront pas dans une petite salle au mur vert avec une aiguille dans le bras. Je peux pas me faire prendre, songe-t-il. Sinon ces putains de plantes vont crever. Tous les commerces du mini-centre commercial sinistre sont fermés, à l'exception de la supérette Zoni, et Hot Nails ne rouvrira jamais. Les vitres sont peintes en blanc et un avis de faillite est scotché sur la porte. 2 Hispaniques en train d'examiner le rayon des bières sont les seuls autres clients. Billy avise une pile de Fast Phones sous blister entre le présentoir de boissons énergisantes et celui qui propose au moins 50 petits gâteaux différents. Il prend un téléphone prépayé et se rend à la caisse. La femme qui s'est fait braquer, Vanda quelque chose, a été remplacée par un type au physique moyen-oriental. « C'est tout ?»« C'est tout !» Sous les traits de Dalton Smith, il s'efforce de parler dans un registre un peu plus aigu. Un autre moyen de se rappeler quel rôle il est censé jouer. Billy doit débourser presque 84 $ pour 2 heures de communication. Il aurait payé 30 $ de moins au Walmart, mais il ne peut pas faire la fine bouche. Et puis, à Wally World, vous devez faire gaffe à la reconnaissance faciale. Elle est omniprésente maintenant. Ici aussi, il y a des caméras, mais il est prêt à parier qu'il recycle les bandes toutes les 12 ou 24 heures. Il paie en liquide. Quand vous êtes en cavale ou quand vous vous planquez, l'argent liquide est roi. Le caissier lui souhaite une bonne soirée. Billy également. Il fait suffisamment nuit maintenant pour que les rares voitures qui passent aient allumé leurs phares, ce qui l'empêche de voir qui est à bord. Il éprouve le besoin, ou peut-être l'instinct, de baisser la tête chaque fois qu'un véhicule approche, mais cela paraît très louche. Il ne peut pas non plus baisser la visière de sa casquette car il n'en porte pas. Il compte sur sa perruque blonde. Il n'est pas Billy Summers, le type que la police et les gros bras de Nick recherchent. Il est Dalton Smith, un geek à la petite semaine qui vit dans un quartier défavorisé et doit sans cesse remonter ses lunettes à monture d'écaille sur son nez. Il souffre d'obésité à force de manger des Doritos et des Little Debbie devant l'écran de son ordinateur. Et s'il prend encore 10 ou 15 kilos, sa démarche se transformera en dandinement. C'est un bon déguisement, sobre. Néanmoins, Billy pousse un soupir de soulagement lorsqu'il referme derrière lui la porte du 658. Il descend, entre dans son appartement, éteint le plafonnier et ouvre le rideau de la fenêtre périscope. Personne dehors. La rue est déserte. Évidemment, s'il a été repéré, il pense à Reggie et à Dana, pas à Frankie et à Polly, ni même à la police. Il pourrait très bien arriver par derrière. Mais inutile de s'inquiéter pour une chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est la meilleure façon de devenir fou. Billy referme les 3 rideaux, rallume la lumière et s'assoit dans l'unique fauteuil de la pièce. Il est laid, mais comme beaucoup de choses laides dans la vie, il est confortable. Il pose le téléphone sur la table basse et le regarde, en se demandant s'il a encore toute sa tête ou s'il est en train de succomber à la paranoïa. À bien des égards, la paranoïa serait préférable. C'est le moment de vérité. Il sort le téléphone de son emballage et introduit la batterie et le branche sur la prise murale pour le charger.
Contrairement au téléphone prépayé précédent, celui-ci est un téléphone à clapet. Un peu old school, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Avec un mobile à clapet, si vous n'êtes pas d'accord avec votre correspondant, vous pouvez lui raccrocher au nez pour de vrai. C'est enfantin peut-être, mais étrangement satisfaisant. En outre, il charge vite. Grâce à Steve Jobs qui piquait une colère lorsqu'il ne pouvait pas utiliser un appareil dès qu'il le sortait de sa boîte, les téléphones de ce type, prêts à l'usage, sont vendus à moitié chargés. Le téléphone veut savoir quelle langue il préfère. Anglais. Il lui demande ensuite s'il veut se connecter à un réseau sans fil. Non. Billy débloque son forfait en appelant le siège de Fastphone afin de finaliser la transaction. Sa durée de validité est de 3 mois. Billy espère que d'ici là, il sera sur une plage quelque part et que l'unique téléphone en sa possession sera celui qui correspond aux cartes de crédit de Dalton Smith. Être enfin au bout de ses peines. Ce serait bien. Il fait passer le portable d'une main à l'autre en repensant à ce jour où Frank McIntosh et Paul Logan l'ont conduit à la maison de Midwood. Un trajet qu'il aurait préféré ne jamais faire. Nick l'avait accueilli, mais pas dehors. Billy repense à sa première visite au manoir. Cette fois encore, Nick l'avait accueilli à bras ouverts, mais à l'intérieur, là aussi. Il repense ensuite au soir où Nick lui a parlé des flashpots et lui a exposé son plan de repli. Tu montes à l'arrière de la camionnette, tranquille, et en route pour le Wisconsin. Il y avait eu du champagne pour commencer, et une omelette norvégienne pour finir. 2 employés de maison, sans doute des gens du coin, sans doute mari et femme, avaient préparé et servi le dîner. Ils avaient vu Billy, mais pour eux c'était un homme d'affaires de New York venu traiter une affaire quelconque. Nick avait donné de l'argent à la femme et le couple était parti. Le portable prépayé passe d'une main à l'autre, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite. J'ai demandé à Nick si c'était Hoff qui allait installer les flashpots, se souvient Billy. Et qu'a-t-il répondu? Comment l'a-t-il qualifié? Un grande figlio di puttana, non? Fils de pute, autrement dit. Ou salopard. Peu importe la traduction exacte. L'important, c'était ce que Nick avait dit ensuite. Ça me ferait de la peine que tu aies cette opinion de moi. Parce que le grande figlio di puttana était le bouc émissaire désigné. C'était Hoff qui possédait l'immeuble d'où était parti le coup de feu, Hoff qui avait fourni l'arme. Elle était entre les mains de la police maintenant et ils essayaient de retrouver le vendeur. Et s'ils remontaient jusque-là, ou plutôt lorsqu'ils remonteraient jusque-là, que trouveraient-ils? Sans doute un nom d'emprunt si Hoff avait un peu de jugeote, mais si les flics montraient au vendeur une photo de Hoff, ça changerait la donne. Ken se retrouverait dans une petite salle d'interrogatoire étouffante, prêt à passer un accord, désireux de passer un accord, convaincu que c'était ce qu'il faisait de mieux. Mais Billy est prêt à parier que Ken Hoff n'arrivera jamais dans cette salle d'interrogatoire. Il n'aura pas l'occasion de parler de Nikolai Majarian parce qu'il sera mort. Billy l'a compris depuis belle lurette. Mais les infos du soir l'ont amené à une conclusion à laquelle il aurait dû parvenir plus tôt s'il avait passé moins de temps à jouer au Monopoly avec les enfants d'Evergreen Street, à s'occuper de sa pelouse, à manger les cookies de Corinne et à fréquenter ses voisins. Maintenant encore, cette conclusion lui paraît invraisemblable, mais d'une logique imparable. Ken Hoff et David Lockridge ne sont pas les seuls en première ligne. Si? 7. Billy envoie un texto à Giorgio Piglielli, alias Georgie Pix, alias George Russo, l'agent littéraire obèse. Il utilise un pseudonyme que Giorgio reconnaîtra. Trilby. Renvoyer un texto. Il attend. Pas de réponse. C'est emmerdant parce que Giorgio a toujours 2 choses à portée de main, son téléphone et un truc à manger. Billy fait une nouvelle tentative. Trilby. J'ai besoin de vous contacter immédiatement. Il réfléchit puis ajoute « Le contrat spécifiait paiement le jour de la publication, non ?» Pas de petit point sur l'écran pour indiquer que Giorgio est en train de lire le message ou de répondre. Rien. Trilby. Répondez-moi. Rien. Billy ferme le téléphone à clapet et le pose sur la table basse. Le silence de Giorgio est d'autant plus terrible que Billy n'est pas surpris. Billy l'idiot existe réellement, semble-t-il.
Ce qu'il n'a pas compris avant que le travail ait été accompli et qu'il soit trop tard pour revenir en arrière, c'est que Giorgio était en première ligne lui aussi, avec Ken Hoff. Giorgio accompagnait Hoff lorsqu'ils ont fait visiter à Billy son studio au 4e étage de la Gerrard Tower. Et ce n'était pas la première fois que Giorgio pénétrait dans cet immeuble. « Voici George Russo, vous l'avez rencontré la semaine dernière », avait dit Hoff à Irv Dean, le gardien. Giorgio est-il retourné dans le Nevada? Dans ce cas, est-il en train d'ingurgiter des milkshakes à Vegas ou bien est-il enterré quelque part dans le désert voisin? Dieu sait qu'il ne serait pas le premier, ni même le 100e. Ils remonteront de Giorgio jusqu'à Nick, même s'il est mort, se dit Billy. Ils forment un duo depuis longtemps. Nick était le chef et Giorgio Piggs son consigliere. Billy ignore si c'est ainsi qu'on appelle un type comme Giorgio ou s'il s'agit d'une invention du cinéma. Une chose est sûre, l'obèse était l'homme de confiance de Nick. Mais pas depuis toujours, car la première fois que Billy avait travaillé pour Nick, c'était la 3e fois qu'il assassinait un homme pour de l'argent, c'était en 2008, et Giorgio n'était pas là. Nick avait géré ce coup tout seul. Il avait expliqué à Billy qu'un violeur sévissait dans des clubs et des casinos de seconde zone à la périphérie de la ville. Il aimait les femmes âgées, il aimait leur faire mal. Il avait fini par se laisser emporter et il en avait tué une. Nick avait réussi à découvrir son identité et il avait besoin d'un pro venu d'ailleurs pour liquider ce type. Billy lui avait été recommandé. Chaudement. Lors du 2e séjour de Billy à Vegas, Giorgio était là en revanche. C'était même lui qui avait tout arrangé. Nick était arrivé pendant qu'ils discutaient et, après avoir étreint Billy virilement et lui avoir tapé dans le dos, il s'était assis dans un coin pour boire un verre, se contentant d'écouter. Jusqu'à la fin. Moins d'1 an s'était écoulé depuis le précédent contrat, le violeur. Cette fois, avait expliqué Giorgio, la cible était un producteur de films porno nommé Carl Trilby. Il avait montré à Billy une photo d'un type qui ressemblait de manière inquiétante à Oral Roberts. « Trilby, comme le chapeau », avait précisé Giorgio, avant d'expliquer l'allusion car Billy faisait semblant de ne pas comprendre. « Je ne tue pas un type uniquement parce qu'il filme des gens en train de baiser, » avait-il répondu. « Et un type qui filme d'autres types en train de baiser des enfants de 6 ans ?» avait demandé Nick. Alors Billy avait fait le travail car ce Carl Trilby était un méchant. Billy avait exécuté 3 autres contrats pour Nick, soit 5 en tout avant Allen, presque un tiers de ses engagements. Sans compter les dizaines de barbus qu'il avait descendus en Irak, évidemment. Parfois, Nick était là lorsqu'on lui proposait un contrat, parfois non. Mais Giorgio était toujours là, lui. Voilà pourquoi Billy n'avait pas été étonné de le voir impliqué dans l'affaire Allen, en partie du moins. Il aurait dû. C'est seulement maintenant qu'il trouve ça très étrange. Nick peut nier toute implication tant que Giorgio la boucle. Il peut dire « Oui, je connais ce gars, mais s'il a fait ce que vous dites, c'est de son propre chef. Je n'étais pas au courant. » Même si le cuisinier et la serveuse déclarent l'avoir vu avec Giorgio et Billy au cours de ce dîner le premier soir, ce qui est peu probable, Nick peut balayer ce témoignage d'un geste et affirmer qu'il avait eu rendez-vous avec Giorgio pour évoquer le renouvellement de la licence du Double Domino. Et l'autre type? Autant qu'il pouvait en juger, c'était un pote de Giorgio, ou un garde du corps, un type discret. Il avait dit s'appeler Lockridge, mais n'avait quasiment pas ouvert la bouche. Quand les flics demanderont à Nick où il était lorsqu'Allen s'était fait descendre, il pourra leur répondre qu'il se trouvait à Vegas. De nombreux témoins pourront le confirmer. Sans oublier les images des caméras de surveillance. Les bandes ne sont pas recyclées toutes les 12 ou 24 heures. Elles sont archivées au moins 1 an. À condition que Giorgio la boucle. Mais respectera-t-il cette omerta à la con si c'est lui qui risque d'être extradé? Si c'est lui qui risque une injection de cocktail mortel en tant que complice d'un meurtre avec préméditation. En revanche, Georgie Piggs ne pourra pas parler s'il est à 6 pieds sous terre dans le désert. C'est une règle d'or dans ce genre d'affaires. Billy arrête de faire passer le téléphone d'une main à l'autre pour envoyer un autre texto à Giorgio. Toujours pas de réponse. Il pourrait essayer d'envoyer un message à Nick ou de lui téléphoner, mais même s'il parvenait à le joindre, pourrait-il avoir confiance dans les paroles de Nick? Non. La seule chose dans laquelle il peut avoir confiance, c'est $1,5 million transférés sur son compte offshore,
puis transférés de nouveau par le biais d'un tour de passe-passe informatique sur un autre compte auquel Dalton Smith aura accès. Bucky pourra se charger de cette manipulation lorsqu'il sera arrivé là où il a décidé d'aller, à condition qu'il y ait de l'argent à transférer. Ne pouvant rien faire d'autre ce soir, Billy va se coucher. Il n'est même pas 9 heures, mais la journée a été longue. 8. Couché sur le dos, les mains glissées sous l'oreiller dans la poche de fraîcheur éphémère, il songe que tout cela ne tient pas debout. En aucune manière. Ken Hoff, oui, d'accord. Il existe dans toutes les petites villes une certaine race de magouilleurs convaincus que même s'ils sont dans la merde jusqu'au cou, il y aura toujours quelqu'un pour leur lancer une corde. Des escrocs au sourire éclatant et à la poignée de main ferme, en polo isode et mocassins Bali, dont le certificat de naissance pourrait porter la mention « optimiste égocentrique ». Mais Giorgio Piglielli, c'est autre chose. Certes, il se tue à petit feu en bouffant, mais autant que Billy puisse en juger, c'est un pragmatique pur et dur dans bien d'autres domaines. Et pourtant, il est totalement mouillé dans cette affaire. Pour quelle raison? Billy décide de ne plus y penser. Il sombre dans le sommeil et rêve du désert. Pas celui qu'il a connu dans les Marines, où tout sentait la poudre, les chèvres, l'essence et les gaz d'échappement. Le désert australien. Là-bas, il y a un énorme rocher qu'on appelle Ayers Rock, mais son vrai nom c'est Uluru, un mot qui fait peur rien qu'à le prononcer, et qui évoque le souffle du vent sous un avant-toit. Un endroit sacré pour les aborigènes qui l'ont découvert. Ils l'ont découvert, ils le vénèrent, et pas un instant ils n'oseraient croire qu'il leur appartient. Ils savent que s'il existe un Dieu, ce rocher est à lui. Billy n'a jamais mis les pieds là-bas, mais il a vu des images dans des films comme Un cri dans la nuit et dans des magazines du style National Geographic et Travel. Il aimerait beaucoup y aller. Il lui arrive même de rêver qu'il s'installe à Alice Springs, à seulement 4 heures de voiture d'Uluru, là où le rocher dresse sa tête improbable, et qu'il vit là-bas tranquillement. Pour écrire peut-être, dans une pièce inondée de soleil face à un petit jardin. Ses 2 téléphones sont posés sur la table de chevet. Il les a éteints. Mais quand il se réveille sur le coup de 3 heures du matin, afin de soulager sa vessie, il les rallume pour voir s'il a reçu des messages. Aucune nouvelle de Giorgio sur le portable jetable, ce qui ne l'étonne pas. Il devine qu'il n'entendra plus jamais parler de lui, même si dans un monde où un escroc peut se faire élire président, tout est possible. En revanche, il y a un message sur le téléphone de Dalton Smith. Une alerte envoyée par le journal local. Un éminent homme d'affaires se suicide. De retour des toilettes, Billy s'assoit au bord du lit pour lire l'article. De quelques lignes seulement. L'éminent homme d'affaires en question n'est autre que Kenneth P. Hoff, évidemment. En faisant son jogging, un de ses voisins de Green Hills a entendu une détonation qui semblait provenir du garage de Hoff. Vers 7 heures du matin. Il a appelé la police. En arrivant sur place, celle-ci a découvert Hoff mort au volant de sa voiture dont le moteur tournait. Il avait un trou dans la tête et un revolver sur les genoux. Un article plus détaillé sera publié plus tard, dans la journée ou demain. Il récapitulera la carrière de Hoff et rapportera les habituels propos de ses amis et associés. Il évoquera des difficultés financières, sans plus de précision car d'autres entrepreneurs locaux, toujours vivants et influents, n'aimeraient pas ça. Ses ex-femmes diront sur lui des choses sûrement plus gentilles que ce qu'elles ont raconté à leurs avocats lors du divorce. Et, au cimetière, elles arriveront en tenue de deuil et sécheront leurs larmes avec des mouchoirs en papier, en prenant soin de ne pas faire couler leur mascara. Billy ignore si l'article précisera que la voiture dans laquelle on l'a retrouvé mort était une Mustang rouge décapotable, mais il en est certain. Le lien entre Hoff et le meurtre d'Allen, cause probable de ce suicide, apparaîtra plus tard. L'article ne reproduira pas les suppositions du médecin légiste, pour qui cet homme dépressif avait décidé de mettre fin à ses jours en inhalant du monoxyde de carbone, mais avait perdu patience et s'était fait sauter la cervelle à la place. Billy sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qu'il ignore, c'est lequel des gros bras de Nick appréciait la détente. Ça pourrait être Frank, ou Polly, ou Reggie, ou quelqu'un qu'il n'a pas rencontré, peut-être un type importé de Floride ou d'Atlanta. Mais il a du mal à imaginer un exécuteur autre que Dana Edison,
avec ses yeux d'un bleu éclatant et son chignon auburn. A-t-il obligé Hoff à entrer dans son garage en le menaçant de son arme? Peut-être lui a-t-il simplement expliqué qu'ils allaient s'asseoir dans sa voiture pour évoquer la manière dont ils allaient résoudre le problème dans l'intérêt de Hoff. Avec un optimiste égocentrique, bouc émissaire désigné, ça pouvait marcher. Il s'assoit au volant, Dana prend place à côté de lui. Ken demande « Alors, c'est quoi le plan ?» Dana répond « Ça », et il l'abat. Puis il met le moteur en marche, ressort de la maison par la porte de derrière et repart sans bruit, au volant d'une voiturette de golf. Car Green Hills est un parcours de golf bordé de résidences. Peut-être que ça ne s'est pas passé exactement comme ça, et peut-être que le tueur n'est pas Edison, mais Billy sait qu'il a brossé le tableau à gros traits. Reste Giorgio, dernier élément de ce travail inachevé. En fait, non, songe Billy. Il y a moi. Il se recouche, mais cette fois le sommeil se dérobe, à cause notamment des craquements de la vieille maison de 2 étages. Par ailleurs, le vent s'est levé, et la gare n'étant plus là pour lui faire obstacle, il s'engouffre sur le terrain vague et dans Pearson Street. Chaque fois que Billy commence à s'endormir, il s'engouffre sous l'avant-toit en chuchotant « Oulourou, Oulourou ». Ou bien un craquement ressemble à un bruit de pas sur une latte de parquet branlante. Une légère insomnie, ce n'est pas grave, se dit-il. Il pourra dormir toute la journée s'il le souhaite, car il n'a pas l'intention de sortir avant un bon moment. Mais les heures du petit matin sont interminables. Elles permettent d'imaginer trop de choses, toutes déplaisantes. Il envisage de se lever pour lire. Il n'a pas emporté de livre à part Thérèse Raquin, mais il peut télécharger n'importe quoi sur son ordinateur et lire au lit jusqu'à ce qu'il s'endorme. Une autre idée lui vient. Une mauvaise idée sans doute, mais elle l'aidera à s'endormir, il en est sûr. Il se lève et va chercher le dessin de Shan dans la poche arrière de son pantalon. Il le déplie. Il contemple la fillette souriante au ruban rouge dans les cheveux. Il regarde les cœurs qui s'échappent de la tête du flamant rose. Il revoit Shan endormi à côté de lui pendant le match de baseball, sa tête appuyée sur son bras. Billy pose le dessin sur la table de chevet à côté de ses 2 téléphones et sombre presque aussitôt. Chapitre 12. 1. Billy se réveille sans savoir où il est, dans une pièce totalement noire. Pas même un filet de lumière autour du rideau de la fenêtre qui donne sur le jardin de derrière. Il demeure immobile un instant, encore à moitié endormi, puis ça lui revient. Il n'y a pas de fenêtre dans cette chambre. La seule fenêtre est celle de son nouveau salon, celle qu'il surnomme le périscope. Il n'est pas dans sa grande chambre au premier étage de la maison d'Evergreen Street, mais dans la chambre en sous-sol, beaucoup plus petite, de Pearson Street. Il se souvient qu'il est un fugitif désormais. Il y a du jus d'orange dans le frigo. Il en boit 1 ou 2 gorgées seulement pour le faire durer, puis il prend une douche pour se débarrasser de la sueur de la veille. Il s'habille, verse du lait dans un bol de céréales et allume la télé pour regarder les infos de 6 heures. La première chose qu'il voit, c'est Giorgio Piglielli. Non pas une photo, mais un portrait robot qui pourrait être une photo tellement il est ressemblant. Billy devine immédiatement qui a collaboré avec le dessinateur de la police. Irv Dean, le gardien de la Gerhardt Tower, est un ancien flic, et apparemment ses dons d'observation sont intacts, du moins quand il ne lit pas Motor Trend ou ne reluque pas des nichons et des fesses dans le numéro spécial maillot de bain de Sports Illustrated. Aucune allusion à Ken Hoff dans le reportage. Si la police a établi un rapprochement avec le meurtre d'Allen, elle n'a pas partagé cette information avec la presse, pour le moment en tout cas. La blonde Guillerette, qui présente la météo, livre de rapides prévisions en précisant qu'il va faire inhabituellement froid pour la saison. Elle promet un bulletin complet plus tard et donne la parole à la blonde Guillerette chargée de la circulation qui informe les automobilistes qu'ils doivent s'attendre à des ralentissements ce matin en raison d'une présence policière accrue. Comprenez des barrages. Les flics supposent que le meurtrier est toujours en ville et ils ont raison. Idem pour l'homme obèse qui se fait appeler George Rousseau. Et là, il se trompe, se dit Billy.
Son ancien agent littéraire est dans le Nevada, certainement sous terre où son énorme carcasse se décompose déjà. Après une publicité pour les pick-up Chevrolet, les présentateurs font leur retour à l'antenne en compagnie d'un ancien inspecteur de police, à qui ils demandent les raisons pour lesquelles Joel Allen a été assassiné. « Je n'en vois qu'une seule », répond le policier à la retraite. « Quelqu'un voulait le réduire au silence avant qu'il puisse échanger des informations contre une réduction de peine. » « Que pouvait-il espérer ?» demande la présentatrice, une brune guillerette. « Comment font-ils pour être tous aussi guillerets? Ils se droguent ?»« La prison à vie au lieu de l'injection », répond l'ex-inspecteur sans avoir besoin de réfléchir. Là encore, Billy est convaincu qu'il a raison. 2 interrogations demeurent. Que savait Allen? Et pourquoi fallait-il qu'il soit assassiné en public? Pour servir d'avertissement à ceux qui en savaient autant que lui? En temps normal, Billy ne se poserait pas cette question. En temps normal, il n'est qu'un mécano, mais la situation dans laquelle il se retrouve n'a rien de normal. Le couple de présentateurs donne la parole à un journaliste qui interviewe John Colton, un des jeunes avocats, et Billy ne veut pas voir ça. Une semaine plus tôt, Johnny, Jim Albright et lui tiraient au sort pour savoir qui allait payer les tacos. Ils étaient sur le parvis, ils riaient, ils passaient un bon moment. Aujourd'hui, Johnny semble stupéfait et affligé. Il a le temps de dire « On croyait tous que c'était un type vraiment bien », avant que Billy éteigne la télé. Il rince son bol de céréales, puis consulte le téléphone de Dalton Smith. Il a reçu un texto de Bucky, juste ces quelques mots. Toujours pas de virement. Il s'y attendait. Mais cette nouvelle ajoutée à l'affliction de Johnny Colton, ce n'est pas la meilleure façon de débuter sa première journée de... autant employer le mot qui convient, captivité. Si le virement n'a pas été effectué, cela signifie qu'il ne le sera sans doute jamais. Il a touché 500 000 $ d'avance, une grosse somme, mais ce n'est pas ce qu'on lui avait promis. Jusqu'à ce matin, il était trop occupé pour être vraiment furieux d'avoir été roulé par un homme en qui il avait confiance, mais maintenant, il enrage. Il a fait son boulot, et pas seulement hier. Il prépare ce coup depuis plus de 3 mois, et le prix à payer sur un plan personnel a été bien plus élevé qu'il n'aurait pu l'imaginer. On lui a fait une promesse, et qui ne tient pas ses promesses? Les gens mauvais. Voilà la réponse, dit Billy. Il se rend sur le site du journal local. Le gros titre est énorme. Assassinat au palais de justice. Mais sans doute est-ce plus impressionnant à la une du journal que sur l'écran de son iPhone. L'article ne lui apprend rien qu'il ne sache déjà. Toutefois, la photo qui l'accompagne lui permet de comprendre pourquoi le shérif Vickery n'a pas assisté à la conférence de presse de Conley, la chef de la police. On y voit le Stetson ridicule posé sur les marches du tribunal, sans shérif en dessous pour le porter. Car le shérif Vickery a détalé. Le shérif Vickery a mis les voiles. Cette photo vaut bien un long article. Pour lui, assister à la conférence de presse aurait été une humiliation. Bonne chance pour vous faire réélire après ça, songe Billy. 2. Il monte au premier étage pour s'occuper de Daphné et de Walter, le vaporisateur à la main, en se demandant s'il n'est pas devenu fou. Il est censé arroser les plantes, pas les noyer. Il jette un coup d'œil dans le frigo des Jensen, sans rien trouver d'intéressant, mais un paquet de muffins traîne sur le comptoir. Il en reste un à l'intérieur. Il le fait griller en se disant que s'il ne le mange pas, il va moisir. Cet appartement dispose de vraies fenêtres et il s'assoit dans un rayon de soleil pour grignoter son muffin en songeant à ce qu'il cherche à éviter. C'est-à-dire l'histoire de Benji, évidemment. C'est la seule chose qu'il lui reste à faire maintenant qu'il a accompli la mission qui l'a conduit ici. Mais cela signifie parler des Marines, et il y a tellement de choses à raconter, à commencer par le trajet en car jusqu'à Paris Island, les classes, tellement de choses. Billy rince son assiette, l'essuie, la range dans le placard et redescend. Il regarde par le périscope. Pas grand-chose à voir, comme d'habitude. Le pantalon qu'il portait la veille traîne sur le sol de la chambre. Il le ramasse et palpe les poches en espérant presque qu'il a perdu la clé USB en chemin, mais elle est bien là, avec ses clés, parmi lesquelles celle de la Ford Fusion de Dalton Smith, garée dans le parking à l'autre bout de la ville. Jusqu'à ce qu'il estime que la voie est libre. Quand la pression sera retombée, comme ils disent dans les films qui racontent le dernier coup, celui qui foire toujours.
La clé USB semble plus lourde. En regardant ce merveilleux outil de stockage qui aurait été considéré comme de la science-fiction 30 ans plus tôt, il est frappé par deux constatations inconcevables. La première, c'est la quantité de mots qu'il a déjà écrits. La seconde, c'est qu'il puisse y en avoir d'autres. 2 fois plus, 4 fois plus, 10 fois, 20 fois. Il ouvre l'ordinateur qu'il croyait avoir perdu. Un porte-bonheur plus coûteux qu'une chaussure de bébé abîmée et sale, mais sinon c'est la même chose, et l'allume. Il tape le mot de passe, introduit la clé USB et fait glisser sur le bureau l'unique document enregistré. Il lit la première ligne. L'homme avec qui vivait ma mère est rentré à la maison avec le bras cassé et ressent une sorte de découragement. C'est du bon travail, il en est convaincu, mais ce qui lui semblait spontané quand il a commencé lui semble pesant maintenant, car il est obligé de faire aussi bien, et il n'est pas certain d'en être capable. Il retourne devant le périscope pour contempler le néant, en se demandant s'il vient de découvrir la raison pour laquelle tant d'apprentis écrivains ne parviennent pas à terminer ce qu'ils ont commencé. Il pense au livre à propos du courage, certainement un des meilleurs livres jamais écrits sur la guerre, peut-être même le meilleur. L'écriture, songe-t-il, est également une forme de guerre qu'on livre contre soi-même. L'histoire, c'est ce qu'on porte, et chaque fois qu'on y ajoute quelque chose, elle devient plus lourde. Dans le monde entier, des livres inachevés, des mémoires, des poèmes, des romans, des méthodes infaillibles pour maigrir ou devenir riche, attendent dans des tiroirs car ce travail est devenu trop lourd pour les personnes qui essaient de le porter. Alors, elles l'ont reposé. Plus tard, se disent-elles, quand les enfants seront grands, ou quand je serai à la retraite. C'est ce qu'il attend. Son histoire deviendra-t-elle trop lourde s'il essaie de raconter le trajet en car, la boule presque à zéro, et la première fois où le sergent Uppington lui a demandé « Vous voulez ma bite, Summers, c'est ça, parce que vous m'avez tout l'air d'être une tapette ?» Demander ? Non, c'était pas vraiment une question. Ou alors c'était ce qu'on appelait une question de pure forme. Il m'a crié au visage, son nez à quelques centimètres du mien, ses postillons chauds sur mes lèvres, et j'ai répondu « Non, sergent, je ne veux pas sucer votre bite, sergent. » Et il a rétorqué « Ma bite n'est pas assez bonne pour vous, soldat Summers, pauvre petite recrue de merde ?» Tout lui revient à présent. Mais peut-il tout raconter, même dans la peau de Benji Compson ? Non, décide-t-il. Il tire le rideau et revient devant l'ordinateur avec l'intention de l'éteindre et de passer la journée à regarder la télé. Hélène DeGeneres, Hot Bench, Kellyanne Ryan, Le Juste Prix, tout ça avant le déjeuner. Une sieste ensuite et quelques sitcoms de l'après-midi. Il pourra terminer par John Law, qui balance son marteau comme Coolio dans les vieux clips et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds dans son tribunal. Mais au moment où il va appuyer sur le bouton marche-arrêt, une pensée jaillit de nulle part, comme si quelqu'un lui avait murmuré à l'oreille. « Tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. » Pas physiquement. Grand Dieu, non. Il est coincé dans cet appartement jusqu'à ce que la police décide de lever les barrages, au moins, car il serait peut-être plus prudent d'attendre encore quelques jours par mesure de précaution. Mais concernant son récit, il est libre d'écrire tout ce qu'il veut, comme il le veut, sans que personne regarde par-dessus son épaule pour surveiller ce qu'il écrit. Il n'est plus obligé de jouer l'idiot qui raconte l'histoire d'un idiot. Il peut être un type intelligent qui parle d'un jeune homme. Benji sera devenu un jeune homme si Billy reprend son récit, peu instruit et naïf, certes, mais loin d'être bête. Je peux laisser tomber les conneries à la Faulkner, se dit Billy. Je vais pouvoir soigner la ponctuation, utiliser des doubles négations, et même des guillemets si je veux. S'il écrit uniquement pour lui, il peut raconter ce qui est important à ses yeux et balancer le reste. Il n'est pas obligé de parler de leur coupe de cheveux, mais il pourrait. Il n'est pas obligé de parler du sergent Uppington qui lui crie au visage, mais il pourrait. Il n'est pas obligé de parler de ce garçon, Haggerty ou Haverty, il a oublié, qui a fait une crise cardiaque en courant et qu'on a conduit à l'infirmerie de la base. Le sergent Uppington leur a annoncé qu'il allait bien, mais peut-être qu'il était mort en vérité. Billy constate que le découragement a cédé la place à une excitation teintée d'obstination, voire d'arrogance. Et alors, il peut raconter ce qu'il veut, et il va le faire. Pour commencer, il sélectionne « remplacer tout » et il change Benji en Billy et Compson en Summers. 3.
J'ai commencé mes classes à Paris Island. Je devais y passer 3 mois, mais je n'y suis resté que 8 semaines. Là-bas, c'était les gueulantes et les conneries habituelles. Quelques recrues ont craqué mentalement ou physiquement, mais j'en faisais pas partie. Les dégonflés avaient sans doute un endroit où aller, mais pas moi. La 6e semaine, pendant la Grass Week, la semaine de l'herbe, on a appris à démonter nos armes et à les remonter. J'aimais bien ça, et j'étais doué. Quand le sergent Uppington nous faisait faire ce qu'il appelait des courses aux armements, je finissais toujours premier. Ruddy Bell, que tout le monde surnommait Taco, évidemment, arrivait généralement 2e. Il ne m'a jamais battu, mais parfois, il s'en fallait de peu. George Dinerstein était généralement dernier, et il devait faire 25 pompes avec le pied du sergent Up Yours Uppington appuyé sur les fesses. En revanche, George savait tirer. Pas aussi bien que moi, mais il était capable de mettre 3 balles sur 4 en plein centre d'une cible en carton placée à 300 mètres. Moi, je pouvais en mettre 4 sur 4 dans le 1000 à 700 mètres, presque à chaque fois. Toutefois, durant la Grass Week, on n'a pas tiré. Cette semaine-là, on a juste démonté et remonté nos armes en chantant l'hymne du tireur. Ceci est mon fusil. Il y a beaucoup de fusils semblables, mais celui-ci est le mien. Mon fusil est mon meilleur ami, c'est ma vie, etc. Le passage dont je me souviens le mieux, c'est « Sans moi, mon fusil ne sert à rien. Sans mon fusil, je ne sers à rien. » L'autre truc qu'on a beaucoup fait durant la Grass Week, c'est rester assis dans l'herbe, d'où son nom, pendant 6 heures d'affilée parfois. Billy s'arrête et esquisse un sourire en repensant à Pete Donk Cashman. Donk s'était endormi dans les hautes herbes de Caroline du Sud. Up Yours s'était accroupi près de lui pour le réveiller en lui criant au visage « On s'ennuie, soldat !» Donk s'était levé d'un bond à tel point qu'il a failli tomber, en hurlant « Non, sergent !» avant même d'être totalement réveillé. Cashman était le pote de George Dinerstein et on l'avait surnommé Donk, gros dard, parce qu'il avait la manie d'empoigner son entrejambe en disant « Pompe mon gros dard », mais jamais devant le sergent. Les souvenirs s'empilent, comme l'avait supposé Billy, mais il n'a pas envie de s'étendre sur la Grass Week. Il n'a pas envie de parler de Donk non plus, pour le moment en tout cas. Il veut raconter la semaine 7, et tout ce qui s'est passé ensuite. Billy s'y attelle. Les heures passent sans qu'il s'en aperçoive. Il y a de la magie dans cette pièce. Il l'inspire et l'expire. 4. Après la Grass Week, il y a eu la Firing Week, la semaine du tir. On avait des M40A, la version militaire de la Remington 700. 5 balles dans le chargeur, bipied et cartouche bottleneck modèle OTAN. Vous devez voir votre cible, mais votre cible ne doit pas vous voir, nous répétait sans cesse Up. Et oubliez ce que vous avez vu dans les films, les snipers n'agissent pas seuls. Bien qu'on ne soit pas à l'école des snipers, Uppington nous avait mis par deux, un spotter et un sniper. Je faisais équipe avec Taco et George faisait équipe avec Donk. Je parle d'eux parce qu'on s'est retrouvés ensemble à Fallujah pour l'opération Vigilant Resolve en 2004 et Phantom Fury en novembre de la même année. Moi et Taco. Billy s'arrête, secoue la tête et se répète que Billy l'idiot appartient au passé. Il efface ce qu'il vient d'écrire et recommence. Au cours de la Firing Week, on a alterné Taco et moi. J'étais sniper pendant qu'il était spotter et ensuite c'était lui le sniper et moi le spotter. George et Donk ont commencé comme ça eux aussi. Puis Up leur a ordonné d'arrêter. Diner Winner, c'est toi le sniper. Cash, tu donneras les positions. Sir, je voudrais bien tirer moi aussi, sir. Donk braillait. Il fallait brailler pour s'adresser à Up Yours. C'était comme ça chez les Marines. Et moi, j'aimerais bien t'arracher les tétons pour te les fourrer dans le cul, a répondu Up. De ce jour, George devint le sniper et donc le spotter. Et c'est resté comme ça à l'école des snipers, puis en Irak. Un peu avant la fin de la Firing Week, le sergent Uppington nous a convoqués dans son bureau, Taco et moi. Une pièce pas plus grande qu'un placard. Et il nous a dit « Vous êtes deux spécimens qui font peine à voir l'un et l'autre, mais vous savez tirer. Alors peut-être que vous pourrez apprendre à faire du surf. » Voilà comment Taco et moi, on a été transférés à Camp Pendleton, où on a terminé nos classes en passant nos journées à tirer principalement,
étant donné qu'on apprenait à devenir des snipers. On s'est envolé pour la Californie avec United Airlines. C'était la première fois que je prenais l'avion. Billy s'arrête de nouveau. A-t-il envie de parler de Pendleton? Non. Il n'y a pas eu de surf, pas pour lui en tout cas. Évidemment, puisqu'il n'avait jamais appris à nager. Il avait dégoté un t-shirt qui proclamait « Charlie ne surfe pas » et qu'il avait usé jusqu'à la trame. Il le portait le jour où il avait ramassé la chaussure de bébé pour l'accrocher à un passant de son pantalon sur sa hanche droite. A-t-il envie de parler de l'opération Liberté irakienne? Non. Quand il est arrivé à Bagdad, la guerre était terminée. Le président Bush l'avait annoncé sur le pont du USS Abraham Lincoln. Mission accomplie, avait-il dit. Ce qui faisait de Billy et des Jarheads de son régiment des soldats de la paix. Il avait eu l'impression d'être le bienvenu à Bagdad, aimé même. Les femmes et les enfants leur lançaient des fleurs. Des hommes criaient « Na'an ni boubou America !» On aime l'Amérique. Ça n'avait pas duré longtemps, se souvient Billy. Alors oublions Bagdad. Revenons-en aux Marines. Il se remet à écrire. À l'automne 2003, j'étais en poste à Ramada pour continuer à maintenir le cap dans la tempête, même si des fusillades éclataient de temps en temps et si les mollahs avaient commencé à ajouter « mort à l'Amérique » à la fin de leur sermon, diffusé en direct dans des mosquées et parfois dans des boutiques. Je faisais partie du 3e bataillon, surnommé Dark Horse, Cheval Noir. J'appartenais à la compagnie Echo. À cette époque, on tirait beaucoup sur des cibles pour s'entraîner. George et Donk avaient été envoyés ailleurs, mais Taco et moi, on formait toujours une équipe. Un jour, un lieutenant-colonel que je ne connaissais pas s'est arrêté pour nous regarder tirer. Avec mon M40, je visais une pyramide de canettes de bière à 700 mètres de là. Je les dégommais une par une, de haut en bas. Il fallait les toucher à la base et les faire sauter, ou sinon tout s'écroulait. Le lieutenant-colonel, du nom de Jamison, nous a demandé à Taco et à moi de le suivre. Au volant d'une Jeep non blindée, il nous a conduits sur une colline qui dominait la mosquée Al-Dawla. Une très belle mosquée. Contrairement au sermon que gueulaient les haut-parleurs. Le baratin habituel. Les Américains allaient laisser les Juifs coloniser l'Irak, l'islam serait déclaré hors la loi, les Juifs gouverneraient le pays et les Américains mettraient la main sur le pétrole. On comprenait rien à ce charabia, mais « mort à l'Amérique » était toujours prononcé en anglais. Et on avait vu les tracts traduits prétendument écrits par les chefs religieux. Les insurgés en herbe les distribuaient à l'appel. « Êtes-vous prêts à mourir pour votre pays ?» demandait-il. « Êtes-vous prêts à connaître une mort glorieuse au nom de l'islam ?» « C'est à quelle distance ?» nous a demandé Jamison en montrant le dôme de la mosquée. « 900 mètres, » a répondu Taco. « 800 peut-être, » j'ai dit avant d'ajouter en prenant soin de m'adresser avec respect à Jamison que nous avions interdiction de tirer sur des sites religieux, si telle était l'intention du lieutenant-colonel. « Loin de moi cette idée, » a répondu Jamison. « Jamais je ne demanderai à un soldat placé sous mes ordres de tirer sur un de leurs tas de merde sacrés. Par contre, ce qui sort de ces haut-parleurs, c'est politique, pas religieux. Alors lequel de vous deux veut essayer d'en dégommer un? Sans faire un trou dans le dôme, bien sûr. Ce serait mal, et sans doute qu'on ira en enfer. » Taco m'a tendu le fusil aussitôt. Comme je n'avais pas de bipied, j'ai posé le canon sur le capot de la Jeep et j'ai tiré. Jamison avait une paire de jumelles, mais moi, je n'en avais pas besoin pour voir le haut-parleur dégringoler jusqu'à terre en entraînant le câble. Il n'y avait pas de trou dans le dôme, et la harangue était nettement moins assourdissante tout à coup, de ce côté-ci en tout cas. « Prenez ça dans la gueule !» a dit Taco. Jamison a dit qu'il fallait foutre le camp avant que quelqu'un nous tire dessus, ce qu'on a fait. Quand j'y repense, je crois que cet épisode symbolise tout ce qui a foiré en Irak. La raison pour laquelle on aime l'Amérique est devenue « mort à l'Amérique ». Le lieutenant-colonel en avait marre d'entendre ces conneries en permanence. Alors il nous a ordonné de dégommer un des haut-parleurs, ce qui était idiot et inutile si on considère qu'il y en avait au moins 6 autres pointés dans toutes les directions. Quand on est retourné à la base, j'ai vu des femmes aux fenêtres. Leurs visages n'étaient pas des visages souriants qui criaient « on aime l'Amérique ». Personne ne nous a tiré dessus ce jour-là, mais à leur expression, il était clair que ça viendrait. Car pour eux, on n'avait pas tiré sur un haut-parleur, on avait tiré sur la mosquée. Et même s'il n'y avait pas de trou dans le dôme, on tirait sur leur foi. Nos patrouilles à Ramada sont devenues plus dangereuses. La police locale et la garde nationale irakienne perdaient peu à peu le contrôle des insurgés.
Mais les forces américaines n'avaient pas le droit de prendre leur place, car les politiciens à Washington comme à Bagdad prônaient l'autonomie. Alors on restait dans le camp la plupart du temps, en espérant ne pas être appelé pour des missions de protection. Une équipe d'ouvriers réparait une conduite d'eau endommagée ou vandalisée. Un groupe de techniciens américains et irakiens tentait de remettre en marche une centrale électrique en panne ou sabotée. Les missions de protection ressemblaient à des suicides, et fin 2003, on comptait déjà une douzaine de morts et de nombreux blessés dans nos rangs. Les snipers moudjahidines étaient nuls, mais leur bombe artisanale nous terrorisait. Le château de cartes s'est écroulé le dernier jour de mars 2004. Bon, se dit Billy. C'est maintenant que l'histoire débute vraiment. Et je suis arrivé jusqu'ici sans trop de baratin. Aurait dit Up Yours. On avait quitté Ramada pour le Camp Baharia, surnommé Dreamland, le pays des rêves, en pleine cambrousse à environ 3 kilomètres de Fallujah, à l'ouest de l'Euphrate. C'était là que les gars de Saddam venaient en perme, à ce qu'il paraît. George Dinerstein et Dong Cashman nous avaient rejoints au sein de la compagnie Echo. On était en train de jouer aux cartes tous les quatre quand on a entendu des coups de feu venant de l'autre côté de ce qu'on appelait le pont de Brooklyn. Pas des coups de feu isolés, un vrai tir de barrage. À la nuit tombée, les rumeurs s'étaient tues et on savait ce qui s'était passé grosso modo. 4 contractuels de Blackwater qui livraient la bouffe, dont celle de la cantine de notre Dreamland, avaient décidé de prendre un raccourci en traversant Fallujah au lieu de contourner la ville, conformément au protocole. Ils étaient tombés dans une embuscade juste à la sortie du pont sur l'Euphrate. Ils portaient leur tenue protectrice, j'imagine, mais rien n'aurait pu les sauver du feu nourri qui s'était abattu sur leurs 2 vannes Mitsubishi. Taco a dit « Qu'est-ce qui leur a pris de traverser la ville comme s'ils étaient à Omaha? C'était débile !» George était d'accord, mais débile ou pas, des représailles s'imposaient. On partageait tous cet avis. D'autant que les meurtriers ne s'étaient pas arrêtés là. Tuer ne leur suffisait pas. Ils avaient sorti les corps des voitures et les avaient aspergés d'essence avant d'y mettre le feu. 2 d'entre eux avaient été écartelés comme des poulets rôtis. Les 2 autres pendus au pont de Brooklyn comme des pantins à l'effigie de Guy Fawkes. Le lendemain, le lieutenant-colonel Jamison a débarqué alors que notre unité s'apprêtait à partir en patrouille. Il nous a ordonné, à Taco et moi, de descendre du Hummer pour venir avec lui. Quelqu'un voulait nous voir. L'homme était assis sur une pile de pneus dans un atelier de réparation qui empestait l'huile de moteur et les gaz d'échappement. Il faisait une chaleur d'enfer, car toutes les portes étaient fermées et il n'y avait pas de clim. En nous voyant entrer, il s'est levé et nous a jaugés. Il portait un blouson de cuir, ce qui était grotesque dans cet endroit puant où il devait faire dans les 30 degrés. Sur sa poitrine figurait l'emblème du bataillon Dark Horse. Professionnel accompli. En haut et dessous, on en veut. Mais le blouson n'était pas là que pour la frime. J'ai compris tout de suite et plus tard Taco m'a confié que lui aussi. Il suffisait de regarder ce type pour deviner qu'il était de la CIA. Il nous a demandé lequel de nous 2 était Summers et je lui ai répondu que c'était moi. Il nous a dit qu'il s'appelait Hoff. Billy s'arrête net, stupéfait. Il vient d'entrecroiser sa vie actuelle et sa vie dans les Marines. Est-ce Robert Stone qui a dit que l'esprit était un singe? Oui, évidemment, dans la ligne de fuite. Le roman dans lequel il écrit aussi que les types qui tuent des éléphants à la mitraillette à bord des hélicos UA ont tendance à vouloir se défoncer. En Irak, c'était sur des chameaux que les troufions et les Marines tiraient parfois. Mais ils étaient défoncés, c'est vrai. Il efface la dernière ligne et consulte le singe qui vit entre ses oreilles, derrière son front. Après quelques secondes de réflexion, il trouve le vrai nom et juge son erreur tout à fait pardonnable. Il n'était pas loin. Il nous a dit qu'il s'appelait Foss. Sans nous serrer la main, il s'est rassis sur les pneus, ce qui n'allait pas manquer de salir son pantalon. « Summers, j'ai entendu dire que vous étiez le meilleur tireur de la compagnie. » Comme ce n'était pas une question, je n'ai rien dit. Je suis resté là devant lui. « Seriez-vous capable d'atteindre une cible à 1000 mètres de distance de l'autre côté du fleuve depuis notre camp ?» J'ai regardé Taco et j'ai vu qu'il avait compris. Notre camp, ça voulait dire tout ce qui était à l'extérieur de la ville. Et qui disait camp, disait engagement. « Vous parlez d'une cible humaine, monsieur ?»« Oui. Vous pensiez que je parlais d'une canette de bière ?» Question de pure forme, là encore, à laquelle je ne répondis pas. « Oui, monsieur, je pourrais l'atteindre. »« C'est le marine ou vous qui répond, Summers ?» Le lieutenant-colonel Jamison a tiqué en entendant cela, car pour lui, il n'existait qu'une seule réponse.
celle du Marine, mais il n'a rien dit. Les deux, monsieur. Je serais peut-être moins affirmatif s'il y a du vent, mais J'ai montré Taco avec mon pouce. On sait en tenir compte. Une tempête de sable, en revanche, la météo prévoit un vent de 0 à 10 pour demain. C'est pas un problème, si? Non. Puis j'ai posé la question que je n'avais pas le droit de poser, mais il fallait que je sache. Est-ce qu'on parle d'un méchant de chez eux, monsieur? Le lieutenant-colonel est intervenu pour signaler que je dépassais les bornes, et sans doute qu'il ne se serait pas arrêté là si Foss ne lui avait pas fait signe de la boucler. Vous avez déjà aligné un homme, Summers? J'ai répondu non, et c'était la vérité. Aligner, ça voulait dire abattre de loin, et le jour où j'avais tué Bob Rains, j'étais tout prêt. Alors ce sera une très bonne façon de commencer votre carrière, car, pour répondre à votre question, c'est un très méchant barbu, oui. Vous savez certainement ce qui s'est passé hier. Oui, on sait, monsieur, a répondu Taco. Les contractuels ont traversé Fallujah car une source qu'ils considéraient comme fiable leur avait dit qu'ils ne risquaient rien. On leur avait fait croire que la sympathie penchait du côté des Américains. La police irakienne leur avait même fourni une escorte. En réalité, c'étaient des insurgés qui avaient volé des uniformes, ou des policiers renégats, ou bien de vrais policiers qui ont eu la trouille en voyant le tombereau de merde qui allait leur tomber sur le coin de la gueule. Et c'est pas eux qui ont commis ce carnage. Il s'agit d'une quarantaine d'enfoirés armés de AK. Et à votre avis, ils étaient là par hasard? J'ai haussé les épaules comme si je n'en savais rien pour refiler le bébé à Taco, qui a répondu « Ça me paraît peu probable, monsieur. » Oui, peu probable en effet. Ces Moudji étaient en position. Ils attendaient. 2 pick-up barraient la rue principale. Quelqu'un a organisé cette embuscade et on sait qui c'est, car on écoutait son portable. Vous me suivez? Taco a répondu par l'affirmative. Moi, je me suis contenté de hausser les épaules. Le salopard en question est un enturbané nommé Ammar Jasmine, âgé de 60 ou 70 ans. Personne ne sait très bien, même pas lui sans doute. Il possède une boutique d'ordinateurs et d'appareils photo qui fait également office de café internet et aussi de salle de jeu où les jeunes font des parties de Pac-Man ou de Frogger quand ils ne sont pas en train de fabriquer des bombes et de piéger les routes. Je connais cette boutique, a dit Taco. Pronto pronto, photo photo. Je l'ai vu pendant une patrouille. Évidemment qu'il l'avait vu. On y était allé pour jouer à Donkey Kong et à Madden NFL. En nous voyant entrer, les locaux s'étaient souvenus subitement qu'ils avaient un truc à faire et ils avaient renfilé leurs pantoufles. Taco s'est abstenu de le préciser, et moi aussi. Jassim est un bassiste à l'ancienne et un chef insurgé nouvelle tendance. On veut sa peau, à tout prix. On peut pas envoyer une BGL car on risque de tuer des gamins en train de jouer à des jeux vidéo, ce qui nous vaudrait encore un tas de critiques sur Al Jazeera. On ne peut pas se le permettre. Mais on ne peut pas attendre non plus car Bush va donner le feu vert pour une opération de nettoyage dans quelques jours. Si vous le répétez à quelqu'un, je serai obligé de vous tuer. Vous n'en aurez pas l'occasion, a dit Jamison. Je m'en serais déjà chargé. Foss a fait comme s'il n'avait rien entendu. Dès que ça va chier, Jassim va disparaître dans les ruelles avec ses potes tueurs. On doit le liquider avant et faire un exemple de cette sale chèvre de Judas. Taco a demandé ce qu'était une chèvre de Judas. J'aurais pu lui répondre, mais j'ai laissé cet honneur à Foss. Ensuite, il s'est tourné de nouveau vers moi pour me demander encore une fois si j'en étais capable. Et j'ai répondu « Oui, monsieur ». J'ai voulu savoir d'où j'allais tirer et il m'a indiqué l'endroit en question. On y était déjà allé pour récupérer des trucs déposés par les hélicos de ravitaillement. J'ai demandé si je pouvais échanger la lunette de mon fusil contre un nouveau modèle Leupold ou si je devais me contenter de ce que j'avais. Foss a regardé Jamison et Jamison a répondu « On va arranger ça ». De retour au camp, la patrouille était partie sans nous, Taco m'a demandé si j'étais vraiment sûr de pouvoir atteindre la cible. J'ai répondu « Si je loupe, je rejetterai la faute sur le spotter ». Il m'a décoché un coup de poing dans l'épaule. « Abruti, pourquoi tu joues toujours les idiots ?»« Je sais pas de quoi tu parles. Tu vois, tu recommences. » « C'est plus sûr. Ce qu'ils ne savent pas ne peut pas se retourner contre toi. » Il a réfléchi à ça. Puis, « D'accord, tu peux atteindre la cible. Mais c'est pas ce que je voulais dire. On parle d'un type en chair et en os. Tu es sûr d'y arriver? Tu seras capable de lui tirer une balle en pleine tête de sang-froid? » Je lui ai répondu que j'en étais sûr, sans préciser que j'étais capable de tuer quelqu'un car je l'avais déjà fait. J'avais tué Bob Rains d'une balle dans la poitrine. C'était à l'école des snipers que j'avais appris à toujours viser la tête.
5. Billy sauvegarde ce qu'il a écrit, se lève et titube légèrement. Il a l'impression que ses pieds évoluent dans une autre dimension. Combien de temps est-il resté assis? Il regarde sa montre et découvre avec stupéfaction que cela fait presque 5 heures. Il est comme quelqu'un qui émerge d'un rêve très précis. Il plaque ses mains contre ses reins et s'étire, faisant naître des fourmis dans ses jambes. Il passe du salon à la cuisine, puis à la chambre et de la chambre au salon. Il recommence une deuxième fois, et une troisième. L'appartement lui avait paru suffisamment grand quand il l'avait découvert, l'endroit idéal pour se terrer en attendant que les choses se tassent et qu'il puisse partir vers le nord ou vers l'ouest, au volant de sa voiture de location. Maintenant, il lui semble exigu, comme des vêtements devenus trop petits. Il aimerait sortir, se promener ou courir un peu, mais ce serait une très mauvaise idée, même déguisé en Dalton Smith. Alors il continue à faire les 100 pas, et comme ça ne suffit pas, il effectue des pompes sur le sol du salon. « À terre, et tu m'en fais 25 !» Il entend le sergent Up Yours. « Et t'occupe pas de mon pied sur son cul, sale raclure de bidet !» Billy ne peut s'empêcher de sourire. Tant de choses lui reviennent. S'il écrivait tout, son histoire ferait 1000 pages. Les pompes l'aident à se calmer. Il envisage d'allumer la télé pour savoir si l'enquête progresse, ou de consulter les alertes sur son téléphone. La presse écrite est peut-être en déclin, mais il a remarqué que c'était toujours elle qui sortait les infos importantes. Finalement, il décide de ne faire ni l'un ni l'autre. Il n'est pas prêt à accueillir de nouveau le présent. Il se dit qu'il pourrait peut-être manger quelque chose, mais il n'a pas faim. Il devrait, mais non. Il opte pour une tasse de café noir qu'il boit debout dans la cuisine. Après quoi, il retourne s'asseoir devant son ordinateur et reprend là où il s'est arrêté. 6. Le lendemain matin, le lieutenant-colonel Jamison en personne nous a conduits, Taco et moi, à l'intersection de la route 10 et de la route nord-sud que les Marines appelaient Highway to Hell, l'autoroute vers l'enfer, allusion au tube d'ACDC. On voyageait à bord du break Eagle de Jamison, auquel il était très attaché. Sur la plage arrière, un autocollant représentait un cheval noir aux yeux rouges. J'aimais pas cette voiture. J'imaginais des spotters irakiens en train de nous suivre du regard, peut-être même de nous photographier. Aucun signe de fausse. Il était reparti là où vont les types comme lui après avoir mis leur plan en branle. Au sommet de la colline, sur un dégagement poussiéreux, stationnaient 2 camions de la compagnie d'électricité irakienne, si c'était bien ce qui était écrit dessus. Ils ressemblaient à des véhicules utilitaires américains, modèle réduit. Et ils n'étaient pas jaunes, mais vert pomme. La peinture était beaucoup plus épaisse sur les côtés. Et malgré cela, elle ne parvenait pas à masquer entièrement le visage souriant de Saddam Hussein, semblable à un fantôme têtu qui refuse de s'en aller. Il y avait également une grue articulée dotée d'une nacelle. À l'intersection se dressaient 2 poteaux électriques équipés d'énormes transformateurs, afin de réduire le courant destiné aux quartiers résidentiels de Falloujah et aux banlieues environnantes. Des types portant des kéfiers s'affairaient autour, avec 2 autres types coiffés d'un koufi. Tous portaient des gilets de chantier orange fluo. Pas de casque en revanche. Je devinais que l'inspection du travail ne se déplaçait pas jusqu'à la province d'Al-Anbar. Vu de l'autre rive du fleuve, ces hommes ressemblaient certainement à un groupe hétéroclite d'ouvriers. Mais quand on y regardait de plus près, on reconnaissait nos gars. Alby Stark, un type de notre section, s'est approché de moi en agitant sa coiffe et en chantant la chanson qui raconte qu'on ne marche pas sur la cape de Superman. Apercevant le lieutenant-colonel, il a fait le salut militaire. « Faites semblant d'être occupé », lui a ordonné Jamison. « Et par pitié, pour l'amour de Dieu, arrêtez de chanter !» Il s'est tourné vers Taco et moi, mais il s'est adressé à Taco, car il avait décidé qu'il était le plus intelligent des deux. « Redites-moi comment ça va se passer, soldat de première classe belle. » Généralement, Jassim sort vers 10 heures pour fumer une clope et s'adresser à ses admirateurs, sans doute certains des gars qui ont mitraillé les contractuels. C'est le type qui porte un kéfier bleu. Billy le flingue, on n'en parle plus. Jamison s'est tourné vers moi. « Si vous le tuez, je demanderai qu'on vous décore. Si vous le loupez, ou pire encore, si vous touchez un des types qui traînent autour de lui, je vous rendrai le coup de pied au cul que j'aurai reçu. Mais plus fort, plus loin. C'est compris, soldat ? » « Je crois, sœur. »
Je songeais que le sergent Uppington aurait débité ce laïus avec davantage de force et de conviction. Mais je lui tirais mon chapeau car il avait quand même essayé. Quelques mois plus tard, il perdrait la moitié du visage et la vue dans l'explosion d'une bombe au bord de la route. Jamison a fait signe à Joe Kletchevski, un autre gars de notre section qu'on surnommait la Hot Nine. Comme la plupart des employés de la compagnie d'électricité, ils s'étaient tous portés volontaires, parce que Taco le leur avait demandé. « Sergent, vous avez bien compris ce que vous devez faire dès que Summers sera tiré. » Le sourire de Big Clef dévoilait ses dents du bonheur. « On les redescend en 4e vitesse si on met les voiles, sœur. » Je voyais bien que Jamison était nerveux. On le voyait tous, mais ça l'a fait sourire. Très souvent, Clef arrivait à détendre ce visage de pierre. « Oui, c'est bien résumé. Et s'il se pointe pas, sœur? Il reste encore demain. À condition que l'opération n'ait pas lieu demain, évidemment. Au boulot, soldats, et je ne veux pas de hurrah à la con, s'il vous plaît. » Il tend le pouce en direction de l'Euphrate et de la ville, véritable piège à ours sur l'autre rive. Comme le dit la chanson, les voix portent. Albie Stark et Big Clef tentent de se tasser dans la nacelle. Elle est censée pouvoir accueillir 2 personnes, mais pas lorsque l'une des deux est bâtie comme Kletchevski. Il manque expédier Albie par-dessus bord, ce qui fait rire tout le monde à l'exception de Jamison. Du pur Abbott et Costello. « Descendez de là en potée !» ordonne le lieutenant-colonel. « Nom de Dieu !» Il montre du doigt donc, dont les Rangers dépassent du bas de son pantalon trop court. Ça aussi c'est comique. On dirait un gamin qui arpente toute la maison avec les chaussures de son père. « Toi là, Vorton, amène-toi, comment tu t'appelles ?»« Soldat de première classe, Peter Cashman, sœur. On ne salue pas sur un terrain d'opération, abruti. Ta mère t'a laissé tomber sur la tête quand tu étais bébé ?»« Non, sœur, pas que je me souvienne. »« Monte dans cette nacelle avec machin, et quand vous serez là-haut... » Il regarde autour de lui. « Ah bordel, où est ce putain de linceul ?» Le mot était peut-être correct techniquement pour désigner ce dont il parlait, mais mal choisi. J'ai vu Cleve se signer. Albie, resté dans la nacelle, regardait ses pieds. « Je crois que je suis dessus, sœur. » Jamison a passé sa main sur son front en sueur. « Bien. Quelqu'un a pensé à l'emporter au moins ?» Ce quelqu'un, c'était moi. « Grimpe là-dedans, Cashman, et grouillez-vous de l'installer, le temps presse. » La nacelle s'est élevée dans un gémissement de vérin hydraulique. Arrivée à sa hauteur maximale, entre 10 et 12 mètres, elle s'est arrêtée en tressautant à côté d'un des transformateurs. Albie et donc ont exécuté des pas de danse en tirant sur le linceul coincé sous leurs pieds et fini par le libérer. Avec l'aide de quelques jurons inventifs, certains appris auprès des jeunes Irakiens qui venaient quémander des sucreries et des cigarettes, ils sont parvenus à le déplier. Le résultat avait la forme d'un cylindre de toile entourant la nacelle et le transformateur. Maintenu en haut par des crochets fixés sur une des traverses du pylône et fermés sur le côté à la manière d'une braguette de 501. À l'extérieur était imprimée une suite de caractères arabes en lettres jaunes fluo. J'ignorais ce qu'ils voulaient dire et je m'en foutais, du moment que ce n'était pas « sniper au travail ». La nacelle est redescendue, laissant le cylindre derrière elle. Il ressemblait vraiment à un linceul maintenant que le garde-fou à mi-hauteur ne retenait plus les côtés. Donc, avait les mains en sang et Albie le visage égratigné, mais au moins, ni l'un ni l'autre n'avait basculé dans le vide, même s'il s'en était fallu de peu 1 ou 2 fois. Taco s'est dévissé le cou pour regarder en l'air. « Ça sert à quoi ce truc-là, normalement, sœur ?»« À protéger du sable, » a répondu Jamison, avant d'ajouter « Je crois. » C'est pas vraiment discret. Taco observait maintenant de l'autre côté du fleuve les maisons, les boutiques, les entrepôts et les mosquées agglutinées. La partie sud-ouest de la ville qu'on avait fini par surnommer le Queens. Une centaine de Marines l'avaient quitté les pieds devant. Des centaines d'autres étaient repartis sans leurs pieds. « Quand je voudrais votre avis, je vous le donnerai, » a rétorqué Jamison. Une vieille blague toujours efficace. Prenez votre matos et grimpez là-haut rapido presto. Pensez à enfiler des gilets oranges si jamais quelqu'un vous voit monter. Les autres, faites semblant d'être occupés. Il ne faut surtout pas que quelqu'un repère le fusil. Summers, tournez le dos au fleuve jusqu'à ce que vous soyez sous le... Il s'est interrompu. Il ne voulait pas dire sous le linceul, et je n'avais pas envie de l'entendre. Jusqu'à ce que vous soyez cachés.
Bien reçu, ai-je dit. Et on est monté. Moi, avec mon M40, plaqué contre ma poitrine, tournant le dos à la ville, et Taco, les pieds plantés de part et d'autre de son matériel de spotter. Les snipers sont les héros, ceux sur lesquels on fait des films, ceux que décrit Stephen Hunter dans ses romans. Mais ce sont les spotters qui font le vrai boulot. Je ne sais pas quelle odeur ont les vrais linceuls, mais ce cylindre de toile empestait le poisson mort depuis longtemps. J'ai ôté 3 fermoirs sur le côté afin de créer une fente de tir, mais elle était mal orientée, à moins que je veuille abattre une chèvre qui flânait en direction de Ramada. À nous deux, on a réussi à la faire coulisser autour de la nacelle, essoufflée et transpirant, tout en veillant à ce que cette saloperie reste fixée à 2 crochets au moins. La toile nous fouettait le visage. L'odeur de poisson mort empirait. Cette fois, c'est moi qui ai failli basculer dans le vide. Taco m'a retenu par mon gilet orange d'une main et par la courroie de mon fusil de l'autre. « Qu'est-ce que vous branlez là-haut » nous a crié Jamison. D'en bas, les autres ne voyaient que nos pieds qui s'agitaient maladroitement, comme 2 gamins qui apprennent à danser la valse. « On fait le ménage, lieutenant-colonel » a répondu Taco. « Eh bien, je vous suggère d'arrêter les tâches ménagères et de vous installer. Il est presque 10 heures. »« C'est pas notre faute si ces crétins ont accroché la toile dans le mauvais sens » a marmonné Taco. J'ai vérifié ma nouvelle lunette de visée et mon fusil, il y a beaucoup de fusils semblables, mais celui-ci c'est le mien, et utilisé une peau de chamois pour tout nettoyer. Dans le désert, le sable et la poussière s'insinuent partout. J'ai tendu le M40 à Taco pour les vérifications d'usage. Il me l'a rendu. Il a mouillé sa paume à grands coups de langue et a sorti sa main par l'ouverture. La vitesse du vent est quasi nulle, Billy Boy. J'espère que ce salopard va se pointer, car on n'aura jamais de meilleures conditions. Exception faite de mon fusil, le plus gros instrument qu'on avait avec nous dans la nacelle, c'était le M151, surnommé l'ami du spotter. Billy s'arrête, arraché à sa rêverie. Il se rend dans la cuisine pour se passer de l'eau froide sur le visage. Il vient d'atteindre un embranchement imprévu sur ce qui était jusqu'à présent une route toute tracée. Le chemin qu'il va suivre maintenant n'a peut-être pas d'importance, mais peut-être que si. Le dilemme concerne le M151. Ce télescope qu'utilisent les spotters pour calculer la distance entre le canon et la cible avec une précision presque inquiétante, aux yeux de Billy en tout cas. Cette distance sert de base à la MOA, la minute d'angle. Billy n'en avait pas eu besoin pour liquider Joel Allen, mais le tir qu'il devait effectuer en ce jour de 2004, en supposant qu'Amar Jassim sorte de sa boutique, était beaucoup plus lointain. Doit-il tout expliquer ou pas? Si oui, cela signifie qu'il attend ou simplement espère que quelqu'un, un jour, lira ce qu'il est en train d'écrire. S'il n'en parle pas, cela signifie qu'il a renoncé à cet espoir. Alors quel chemin suivre? Debout devant l'évier de la cuisine, il repense à une interview qu'il a entendue à la radio, peu de temps après avoir quitté le désert. Sans doute une de ces émissions de la radio publique où tout le monde a l'air intelligent et sous Prozac. Un écrivain était interrogé, un vieux de la vieille très en vogue à une époque où tous les écrivains importants étaient des mâles blancs plus ou moins alcooliques. Billy est incapable de se souvenir de son nom. Il sait que ce n'était pas Gore Vidal, pas assez narquois, ni Truman Capote, pas assez fumeux. En revanche, il se souvient très bien de ce qu'il a répondu lorsque l'intervieweur l'a interrogé sur le processus créatif. Quand je m'installe pour écrire, j'ai toujours en tête 2 personnes différentes. Moi et un inconnu. Ce qui ramène Billy au M151. Il pourrait le décrire. Il pourrait expliquer son utilité. Il pourrait expliquer pourquoi la minute d'angle est plus importante que la distance, même si les 2 sont toujours liés. Il pourrait faire tout ça, mais seulement s'il écrit pour un inconnu autant que pour lui-même. Alors, ouvre les yeux, se dit Billy. Je suis le seul inconnu ici. Mais peu importe. Il peut le faire pour lui-même s'il le faut. Il n'a pas besoin de... comment appeler ça? De validation, murmure-t-il en regagnant son ordinateur. Une fois de plus, il reprend là où il s'était arrêté. 7. Exception faite de mon fusil, le plus gros instrument qu'on avait avec nous dans la nacelle, c'était le M151, surnommé l'ami du spotter.
Taco a installé son bipied et je me suis faufilé sur le côté afin de lui laisser le plus de place possible. La nacelle tanguait légèrement et Taco m'a dit de ne plus bouger si je ne voulais pas que ma balle aille se loger dans l'enseigne au-dessus de la boutique plutôt que dans la tête de Jassim. Alors je suis resté immobile autant que possible, pendant que Taco réglait son appareil et effectuait des calculs en marmonnant. Le lieutenant-colonel avait estimé la distance à 1100 mètres. Taco a pris la mesure sur un gamin en train de faire rebondir un ballon devant le pronto et m'a annoncé 1225 mètres précisément. Un tir lointain, assurément, mais par une journée sans vent comme aujourd'hui, au début avril, j'étais confiant. J'avais déjà réalisé des tirs plus lointains et on avait tous entendu parler de tireurs de classe internationale qui avaient atteint des cibles situées 2 fois plus loin. Bien évidemment, je ne pouvais pas être certain que Jassim resterait parfaitement immobile, comme une cible en carton. Cela m'inquiétait un peu, contrairement au fait qu'il s'agisse d'un être humain avec un cœur qui bat et un cerveau qui fonctionne. Pour moi, c'était une chèvre de Judas qui avait attiré 4 hommes dans une embuscade, des hommes dont le seul crime était de livrer de la nourriture. C'était un méchant qui méritait d'être liquidé. Sur le coup de 9h15, Jassim sort de sa boutique. Il porte une longue chemise bleue semblable à un dashiki et un pantalon blanc ample. Il a remplacé son couvre-chef bleu par un bonnet rouge en tricot. Une cible magnifique. Je le cale dans le viseur, mais Jassim chasse le gamin qui jouait au ballon d'une tape sur les fesses avant de retourner à l'intérieur. « Ah, merde alors !» lâche Taco. On attend. De jeunes garçons sont entrés au pronto. De jeunes garçons en ressortent. Ils rient et chahutent comme le font tous les jeunes du monde entier, de Kaboul à Kansas City. Nul doute que certains d'entre eux ont canardé les camionnettes de Blackwater avec leur AK 2 jours plus tôt. Nul doute que certains d'entre eux nous ont tiré dessus 7 mois plus tard quand on les a délogés de leur habitation. Peut-être même que certains se trouvaient dans ce qu'on appelait la baraque de foire, où tout ce qui pouvait merder avait merdé. 10h. Puis 10h15. Peut-être qu'il est sorti fumer derrière aujourd'hui, suggère Taco. Puis, à 10h30, la porte du pronto s'ouvre et Ammar Jassim sort, accompagné de 2 de ses jeunes gars. Je le vise. Dans la lunette, je les vois rire et parler. Jassim tape dans le dos de l'un des deux et ils repartent en se tenant par les épaules. Jassim sort un paquet de cigarettes de la poche de son pantalon, des Marlboro. J'aperçois même les 2 lions dorés. Tout est parfaitement net. Ses sourcils broussailleux, ses lèvres aussi rouges que celles d'une femme maquillée, sa barbe de 3 jours, poivre et sel. Taco vise avec le M151, qu'il tient à la main maintenant. Ce salopard est le sosie de Yessir Haimfat. La ferme, tac. J'aligne la mire sur le bonnet rouge et j'attends que Jassim allume sa cigarette. Prêt à lui accorder une dernière taffe avant de lui régler son compte. Il coince une cigarette entre ses lèvres, range le paquet dans sa poche et en sort un briquet. Pas un vulgaire bic jetable, mais un Zippo. Il a pu l'acheter dans une boutique ou au marché noir. Il a pu tout aussi bien le voler sur le corps d'un des contractuels qu'ils ont abattu, brûlé et pendu au pont. Quand il l'ouvre, je vois un minuscule éclat de soleil sur le couvercle. Je vois tout. Le sergent Diego Vasquez, maître artilleur à Pendleton, affirmait qu'un sniper vivait pour le tir parfait. Comme celui-ci. Il disait aussi, « C'est pareil que le cul, mes petits puceaux. Vous n'oublierez jamais votre première fois. » J'inspire. Je retiens ma respiration pendant 5 secondes et je presse la détente. La crosse heurte le creux de mon épaule. Le bonnet de Jassim s'envole et tout d'abord, je crois avoir loupé la cible, de 2 centimètres peut-être, mais pour un sniper, 2 centimètres c'est comme 1 kilomètre. Puis le briquet glisse entre ses doigts et la cigarette tombe de sa bouche, sur le trottoir poussiéreux. Dans les films, une personne que l'on abat est projetée en arrière par l'impact. Dans la réalité, cela arrive rarement. Jassim fait 2 pas en avant. Et à ce moment-là, je m'aperçois qu'il n'y a pas que le bonnet qui s'est envolé. Le haut du crâne était à l'intérieur. Il tombe à genoux, puis à plat ventre. Des gens accourent. La vengeance est cruelle, dit Taco,
et il me tape dans le dos. Je me retourne en criant « Descendez-nous !» La nacelle s'abaisse, très lentement me semble-t-il, car les premiers coups retentissent sur l'autre rive du fleuve. On dirait un feu d'artifice. Taco et moi, on abandonne notre bouclier de toile plié en deux, pas parce que ça nous protège, mais parce que c'est instinctif. Je guette le sifflement des balles et essaie de me préparer à en recevoir une. Mais je n'entends rien et ne sens rien. « Descendez de là! Descendez !» beugle Jamison. « Sautez! C'est le moment de Didi Moe !» Mais il rit, triomphalement. Les autres aussi. Tout le monde me tape dans le dos si fort que je manque de m'étaler alors qu'on court vers la Mitsubishi poussiéreuse choisie par le lieutenant-colonel pour nous exfiltrer. Albi, donc, Clef et les autres foncent vers les petits engins de chantier, une ruse qu'on ne pourra jamais réutiliser. Des braillements nous parviennent de l'autre côté du fleuve et des tirs de plus en plus nourris. « Dans le cul, bande de fils de pute !» s'écrie Big Clef. « Votre chef s'est fait piétiner par le grand cheval noir !» Le vieux break de Jamison attendait derrière les camions irakiens, sur le dégagement. Je soulève le haillon pour déposer mon fusil et le matériel de Taco à l'intérieur. « Maniez-vous !» beugle Jamison. « On empêche les autres de partir !»« Hé, c'est toi qui t'es garé là, je me dis. Mais je garde cette réflexion pour moi. En refermant le haillon, je remarque un truc par terre, dans la poussière. Une chaussure de bébé. De petite fille certainement car elle est rose. Je me baisse pour la ramasser et au même moment, une balle tirée au hasard